Salut les amis, c'est Kensho. Avant toute chose, je souhaiterais remercier chacun d'entre vous pour vos messages de soutien et vos messages constructifs. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me permet de m'améliorer pour les prochaines vidéos. J'ai pu remarquer que la dernière vidéo Thread d'horreur spécial Japon vous a énormément plu et ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à liker et commenter mes vidéos. Donc franchement, merci. Aujourd'hui, deux threads d'horreur relativement longues que j'ai trouvé particulièrement dérangeantes d'un point de vue psychologique. Alors accrochez-vous bien et c'est parti pour l'épisode 5 de la série Un jour, un thread. On commence tout de suite avec l'histoire de Marie, ou du moins de ses parents Frank et Christy. Dans son post Reddit, elle nous raconte l'histoire de leur premier rendez-vous qui, comme vous allez le voir, les marqueront à vie. Les parents de Marie se sont rencontrés dans les années 70 à l'Utah aux États-Unis. Après un premier rendez-vous assez gênant mais agréable, Frank propose à Christy de faire une randonnée de minuit dans le canyon de Provo, qu'il connaissait apparemment très bien parce qu'il avait déjà effectué pas mal d'escalades dans la région. De plus, Frank décrit l'endroit comme le lieu idéal pour observer les étoiles de nuit. Les deux amoureux prennent alors la route vers l'embouchure du canyon, puis lorsqu'ils arrivent, ils descendent de leur voiture et commencent à marcher sous la lumière des étoiles. Le ciel était dégagé et de plus, c'était une nuit de pleine lune incroyable qui rendait le lieu vraiment idyllique. Frank et Christy sont au paradis. Ils profitent tous les deux de ce moment magique tout en continuant à marcher dans la forêt. Mais à un moment, Frank a commencé à avoir un mauvais pressentiment. Vous savez, ce genre de sensation bizarre qui vous traverse tout le corps à en faire vibrer vos os. Ce sentiment a surgi lorsqu'ils ont commencé à s'enfoncer de plus en plus profondément dans la forêt sombre qui, à ce moment, ne laissait passer qu'une infime partie du clair de lune. Ils décident d'ignorer ce sentiment et continuent d'avancer sans faire part à Christy de ce qu'ils venaient de ressentir. Mais en réalité, Christy avait ressenti elle aussi la même sensation que Frank. Mais elle n'avait pas envie de lui en faire part, car par crainte de gâcher leur premier rendez-vous. Quelques minutes plus tard, tout en continuant à s'enfoncer dans la forêt, cette sensation bizarre refit surface, mais Frank décide à nouveau de l'ignorer. Il connaissait bien le sentier et il était déjà venu plusieurs fois se balader. Donc pour lui, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Les deux amoureux sont en train de marcher dans la forêt quand tout d'un coup, le pied de Frank heurte quelque chose de mou au milieu du chemin. Étant donné qu'aucune lumière ne passait au travers de l'épaisse forêt, il faisait trop sombre pour qu'il puisse voir ce qu'il venait tout juste de heurter. Au même moment, la sensation bizarre qu'il avait au début de la randonnée est revenue plus forte que jamais. Pris de mal-être, il décide de rebrousser chemin avec Christy sans trop chercher à comprendre sur quoi il était tombé. Ils reprennent leur voiture, puis tous deux rentrent chez eux après cet événement étrange. Quelques années plus tard, Frank et Christy ont fini par se marier. Puis un jour, ils sont en train de regarder l'interview de Ted Bundy, célèbre tueur en série américain ayant agressé et tué plus d'une trentaine de femmes. En réponse à une question lui demandant de décrire le moment où il se sentait le plus proche d'être attrapé, il explique qu'une nuit, après avoir tiré une fille dans le canyon de Provo, il tua cette dernière quand soudain, au même moment, il entendit des personnes remonter le sentier tout près de là où il se situait. Il raconte s'être caché juste à temps dans les arbres tout en laissant sa victime au beau milieu du chemin. Quand soudain, il vit le pied d'un inconnu taper sur le corps de sa victime juste devant lui. Puis, pour une raison inconnue, s'en aller sans examiner ce qu'il venait tout juste de heurter. Vous l'aurez deviné, Frank et Christy sont tombés sur l'un des nombreux cadavres de Ted Bundy lors de leur premier rendez-vous. De plus, le tueur en série était juste à quelques mètres, voire centimètres du couple, ce qui accentue ce côté flippant et morbide de cette histoire. On raconte souvent que la mort a une odeur très particulière, et je pense sincèrement que la sensation étrange qu'ils ont ressentie tous les deux dans la forêt ce jour-là leur ont permis d'échapper à quelque chose qui aurait pu être terrible. Allez, on passe à la deuxième histoire. On va appeler l'auteur de cette histoire Hélène. Hélène était à l'époque une anesthésiste de 39 ans qui travaillait dans un petit hôpital de la ville rurale de Rosette, située en Égypte. L'hôpital est formé de 5 étages. Le dortoir se situe au 5e étage et on retrouve au rez-de-chaussée le service des urgences, tandis que les autres étages abritent les salles de laboratoire
et le bloc opératoire. À l'époque des faits, l'hôpital était en rénovation, mais continuait de fonctionner normalement. Et ce jour-là, Hélène était de service. Il n'y avait pas de grosse opération de prévue, et cet après-midi-là, alors qu'Hélène est dans sa chambre au 5e étage, en train de surfer sur internet avec son ordinateur, le concierge frappe à sa porte et lui demande de sortir de sa chambre afin qu'il puisse installer les nouveaux lits et les nouvelles armoires qu'il venait de recevoir. Hélène s'exécute et reste dans la salle de repos en attendant que le concierge finisse le remplacement. Et avant même qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, un agent de sécurité s'approche d'elle et lui dit qu'un gros accident impliquant un bus scolaire s'était produit et qu'il fallait immédiatement se rendre sur les lieux. Elle se précipite donc dans sa chambre afin de prendre quelques outils médicaux et remarque au passage que son lit ainsi que quelques meubles ont bien été remplacés. Alors elle ferme la porte et se rend immédiatement au premier étage. Arrivée au premier étage, elle remarque que le mur des urgences a lui aussi été rénové, passant d'un vert à un bleu avec des motifs argentés de partout. Sur le chemin vers le lieu de l'accident, Hélène demande à l'une de ses collègues si la nouvelle couleur allait être la même pour chaque étage. Sa collègue la regarde d'un air confus et lui demande de quelle nouvelle couleur elle parlait, car ça a toujours été la même, un bleu avec des motifs argentés de partout. Sur le coup, Hélène est un peu confuse, mais bon, elle n'y prête pas plus attention. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'accident, il y avait énormément d'enfants blessés, mais surtout beaucoup de médecins, de pédiatres et de chirurgiens dont elle ne connaissait pas le visage. Pourtant, ils étaient censés venir du même hôpital qu'Hélène. Elle y travaillait depuis plusieurs années, elle connaissait tout le monde et elle se demandait depuis quand ces nouvelles personnes étaient arrivées. De plus en plus confuse, elle demande à plusieurs de ses collègues s'ils connaissaient les nouveaux médecins de l'hôpital. Et à chaque fois, elle obtenait les mêmes réponses du genre « Tu ne le connais pas? Comment c'est possible? Il est là depuis plusieurs années !» Hélène, elle, est de plus en plus confuse. Elle ne comprend pas trop ce qu'il se passe, mais bon, sa priorité absolue, c'est de sauver des vies, et c'est tout. Heureusement, il n'y avait rien de sérieux, et personne n'a été admis aux soins intensifs et n'a subi d'opération chirurgicale en urgence. Quelques heures plus tard, tout rentre dans l'ordre, les choses commencent à se calmer, et Hélène décide de prendre l'air en dehors de l'hôpital. L'hôpital est situé près d'une île, et en temps normal, lorsqu'elle sort prendre une pause, c'est habituellement ce qu'elle voit. Mais ce jour-là, en sortant de l'hôpital pour prendre l'air, ce n'était pas le Nil qui faisait face à elle, mais bien la mer Méditerranée. La ville de Rosette était certes très proche de la mer Méditerranéenne, mais pas à ce point-là. Hélène n'en pouvait pas croire ses yeux. Elle commence à regarder les bâtiments environnants, il y a certains qu'elle connaît et certains qu'elle ne reconnaît pas du tout. Hélène est paniquée, elle réfléchit un court instant et elle se rend compte qu'elle ne reconnaissait pas du tout les murs des urgences ni des nouveaux médecins. Elle retourne à l'intérieur et demande à tous ses collègues quelle mer faisait face à l'hôpital. La réponse était unanime, c'était la mer Méditerranéenne. Elle répond qu'elle était au courant que c'était la mer Méditerranéenne, mais qu'elle ne comprend pas comment elle a fait pour se déplacer juste devant l'hôpital. Tout le monde est confus, Hélène la première, car elle ne comprend pas à ce moment-là où est-ce qu'elle est. Ses collègues commencent à la rassurer, à comprendre pourquoi elle paniquait. Hélène, elle, se saisit de son téléphone et essaye d'appeler ses parents, mais ils ne répondent pas. Elle essaye alors d'appeler un autre anesthésiste plus âgé qu'elle considérait comme son père et son meilleur ami. Mais son contact était introuvable sur son téléphone. Elle est de plus en plus paniquée et elle demande à ses collègues s'ils pouvaient lui donner le numéro de téléphone de cet anesthésiste. Mais ses collègues sont catégoriques, ils ne connaissaient aucun anesthésiste de ce nom. Pourtant, Hélène est sûre de ne pas arriver. Elle se souvient exactement des doses de médicaments qu'elle a données aux enfants, donc elle est totalement sûre de ne pas être dans un rêve. À ce moment-là, Hélène ne comprend plus rien. Elle ne sait pas quoi faire, elle est anxieuse, paniquée, et sa seule envie, c'est de rentrer chez elle afin de voir sa famille. Hélène décide alors de courir au 5e étage afin de se changer et de prendre ses affaires avant de quitter l'hôpital. Mais une fois qu'elle rentre dans sa chambre, elle remarque que ni son lit, ni les meubles de sa chambre n'ont été changés. C'étaient les mêmes qu'avant. Hélène ne comprend plus rien, elle ne sait pas quoi penser, elle est totalement confuse. Et à ce moment-là, elle entend quelqu'un l'appeler. Un agent de sécurité lui dit qu'un gros accident impliquant un bus scolaire s'était produit et qu'il fallait immédiatement se rendre aux urgences. Hélène reste figée, elle ne comprend rien
et elle reste là, plantée, en train de regarder l'agent de sécurité. Quelques instants plus tard, l'agent de sécurité lui demande s'il y avait d'autres médecins présents dans le dortoir. Hélène lui répond qu'elle n'en savait rien et d'aller vérifier par lui-même. Hélène jette un coup d'œil par sa fenêtre et voit que le Nil faisait à nouveau face à l'hôpital. Hélène est perdue, mais elle décide tout de même de se rendre sur les lieux de l'accident. Et là, la même scène, les mêmes enfants, les mêmes blessures. Elle ne comprend absolument rien. Elle est confuse, elle a les mains qui tremblent et ses jambes arrivent à peine à la porter. Mais elle trouve la force d'aider les enfants car elle savait déjà comment les soigner. Elle se souvenait exactement des doses de médicaments qu'elle a administrées aux enfants, des blessures et de leur position sur le corps. Les jours suivants ont été un véritable enfer pour Hélène. Elle en a fait des cauchemars et a longtemps eu du mal à penser clairement pendant la journée. Après avoir pris une semaine de congé pour se calmer, elle affirme n'avoir plus jamais vécu quelque chose de semblable. Jusqu'à maintenant, Hélène ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle avait pourtant les idées très claires et n'était pas du tout stressée. Et ce sentiment horrible continue de la ronger de jour en jour. Dans les commentaires, sous le post d'Hélène, certaines personnes racontent avoir vécu quelque chose de similaire. Certaines personnes parlent de distorsion de perception suite à des lésions cérébrales. Il y a de ceux et celles qui évoquent la possibilité d'une fracture de la personnalité ou encore du phénomène de déjà-vu en temps réel. Bref, les théories sont très nombreuses. Alors écrivez-moi votre hypothèse en commentaire afin qu'on puisse débattre tous ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like et à vous abonner à ma chaîne. Merci encore 1000 fois pour votre confiance, ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! D'un point de vue psychologique.